Alors, dans un premier temps, d'abord je voudrais dire combien, je ne peux pas ne pas dire combien je suis ravie que Maurice soit ici. Voilà, c'est important pour moi. Je dis ça parce que mon propre parcours est marqué par 15 années sous sa présidence, puisque Maurice a assuré la présidence du collège coopératif, il l'a assuré encore l'an dernier. D'ailleurs, le nouveau président du collège, Dominique Aubry, nous a appelé tout à l'heure en s'excusant. Il a un problème de l'eau, il s'est coincé de l'eau, il n'a pas pu venir jusqu'à nous ce matin, c'était prévu. Bon, donc vous comprendrez d'autant que c'est important pour moi aujourd'hui de passer cette journée aux côtés de Maurice, et en particulier sur le sujet qui va nous intéresser, à savoir la pédagogie coopérative, parce que du coup c'est sur ce sujet-là qu'on a eu l'occasion ensemble de travailler sur une succession de projets de grande ambition, qui continuent d'ailleurs à faire leur chemin. Il vous en parlera sûrement dans la journée. Je voudrais aussi rajouter, avant de lui donner la parole, que peut-être autour d'ici, peu de gens savent que Maurice, en fait, a été un des premiers à signer une convention avec l'État, la région, dans les années 80, 85, voilà, pour lancer le premier diplôme de formation de formateur. Donc vous comprendrez que c'est d'autant plus important. À l'époque, le contexte politique n'était absolument pas le même en matière de formation de formateurs. Et oui, je vois des yeux grands, comme ça. Et oui, à l'époque, la DRTEFP était pro-formation de formateurs, finançait en ce sens-là. Le fameux diplôme à l'époque était le DUFRES, il continue à exister. Certains d'entre vous sont passés entre les mailles du DUFRES. Et Maurice a assuré la présidence de la commission interrégionale du DUFRES pendant de très nombreuses années. Donc je crois que c'est d'autant plus important que ici, dans cette, sous le toit de l'université, et sur un sujet qui concerne le réseau des formateurs diplômés des universités du Grand Sud, Maurice puisse être accueilli aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Alors Maurice, la question qu'on a au bout des lèvres ce matin, c'est: tu es économiste, avant tout. Certes, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, tu es un économiste qui est plutôt penché du côté de l'économie sociale, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, voilà. Mais comment un économiste, finalement, tombe dans les affaires qui touchent les pédagogues? Et c'était la question que je te poserais pour démarrer. Bien, je vais essayer, mais c'est pas facile de remonter plus de 50 ans d'activité professionnelle, 40 ans dans l'université, et puis à partir de 95, donc j'ai pris ma retraite, qui m'a valu le qualificatif mystérieux de professeur émérite. Un professeur émérite, moi j'en donne une définition qui est très simple. C'est un professeur retraité, mais pas encore tout à fait recyclé. Donc, je suis venu me recycler ici dans, comment dirais-je, une relation de coopération avec vous. En d'autres termes, j'ai l'intention d'apprendre beaucoup ce matin avec vous. Et j'espère que vous apprendrez un peu de ce que je vais essayer de vous dire. Alors maintenant, je réponds à la question de Marie. Comment un économiste peut-il se convertir, alors je ne sais pas comment dire, en pédagogue ou en formateur? Comment un enseignant universitaire, plus exactement, peut-il se convertir en formateur, dans le sens que vous avez à l'esprit? Permettez-moi donc de vous dire un petit peu quel était mon parcours. Alors, c'est pas par nombrilisme que je vais parler de ça, c'est pour vous expliquer ce long cheminement dans une posture d'enseignant universitaire à une posture de formateur, coopérateur, de formateur, accompagnateur d'apprentissage, facilitateur d'apprentissage, si je reprends l'expression de Carl Rogers. Alors, bon, je vais essayer de découper, de découper ma vie professionnelle en d'autres, disons, trois ou quatre tranches. D'abord, une période de certitude surplombante. Du prof de fac, qui est sorti agrégé de l'enseignement supérieur. Quand j'ai passé la CREC, il n'y avait que deux facultés, on parlait encore de facultés à l'époque, qui avaient une agrégation de l'enseignement supérieur par rapport à l'agrégation du secondaire. Des facultés de médecine, après avec les dentaires, les
pharmaciens, etc. Et les facultés de droit qui abritaient encore les sciences économiques. Nous avons conquis notre autonomie, notre indépendance, d'autres luttes qu'après la loi Edgar Faure sur l'autonomie des universités au début des années 70, c'est-à-dire après les événements de 68. C'est dans ce contexte-là donc que les économistes vont se séparer des juristes. Moi j'ai été d'abord élevé dans les juristes et également dans les écoles supérieures de commerce. Donc diplômé de l'école supérieure de commerce et en conséquence je suis passé par les disciplines gestionnaires qu'on retrouvera peut-être dans la journée, parce que vous avez un mot peut-être à propos de McKinsey, de l'inventeur de la gestion des ressources humaines, qui était partisan aussi du travail en groupe, du travail collaboratif, de manière à essayer de centrer les objectifs, d'opérer une congruence entre les projets de vie des salariés, notamment des salariés supérieurs, avec les objectifs de l'entreprise elle-même. Le groupe coopératif avait donc une finalité tout à fait précise, utilitariste. Bon, mais je referme la parenthèse. Alors, donc, certitude de l'agrégé, fraîche et voulue, au début des années 60. Je parle donc du Sud. Voilà quelle était ma posture, si vous voulez, d'enseignement. Je parle parce que l'agrégation m'a consacré comme détenteur d'un savoir, en matière disciplinaire, discipline économique évidemment, pas de tous les savoirs, mais au moins de celui-là. On appelait d'ailleurs la science économique à mon époque l'économie politique. Donc quand même, on mordait un peu sur les sciences politiques. Hein. On n'était pas complètement encore enfermé dans la discipline économique qui a été fortement formalisée, mathématisée et isolée des autres sciences sociales. On revendique notre isolement des sciences sociales dans les facultés de sciences économiques, dans les UR, les sciences économiques aujourd'hui. Donc je parle parce que je sais, je sais non seulement le savoir disciplinaire, mais je sais enseigner, puisque j'ai été agrégé. Et tu suis, je parle donc tu suis, toi, l'apprenant, l'élève, l'étudiant, tu suis, parce que tu es avide de connaissances, a priori, tu représentes un terrain vierge, tu n'es pas envahi par les herbes folles des représentations qui peuvent faire obstacle à la transmission des connaissances. Et donc, voilà. Voilà ma posture initiale, hein, et ça m'a marqué pendant un certain nombre d'années. Alors, comment ai-je été ébranlé dans mes certitudes? J'invoquerai trois événements dans ma vie universitaire. D'abord, à partir de 1967, j'ai été directeur de l'Institut régional du travail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce genre d'organisme, l'UER, de l'Institut UER. Il y en a 6 ou 7 en France, qui sont des instituts du travail, soit nationaux, soit régionaux. Ce sont des instituts qui ont été créés après la guerre par Marcel David, à Strasbourg, pour donner une éducation complémentaire supérieure aux représentants des organisations syndicales qui étaient agréés pour suivre les stages d'éducation ouvrière. Il y avait 3 organisations syndicales, la CGT, la CFDT et Force ouvrière. Je me suis retrouvé comme directeur de l'Institut du travail, j'ai pris la succession de mon maître bien-aimé, donc qui était François Sellier, qui m'avait appris l'économie du travail. On a appris d'ailleurs à cette époque économie sociale. Maintenant, l'économie sociale a pris le sens restrictif qu'a indiqué tout à l'heure Karine. Mais là, l'économie sociale, ça couvrait l'économie du travail et les relations sociales du travail, négociations collectives, etc. Et par conséquent, un nombre de profs, les facs les plus réactionnaires, pourtant, qui étaient les facs de droit, avaient eu cette idée géniale de proposer aux organisations syndicales de créer à l'intérieur des instituts du travail pour donner une formation complémentaire par rapport à celle qui était donnée par les formations syndicales elles-mêmes, la CGT, la Force ouvrière, la CFDT, donc séparément, et pour leur donner donc une formation universitaire qui pouvait leur être très utile dans leur action militante.
avoir en face de soi des universitaires, des auditoires syndicalistes, calés dans des idéologies, hein, avec, je dirais, une vie professionnelle et une vie militante derrière eux, là, ça a commencé à me déstabiliser profondément. Hein. Ce qui explique d'ailleurs que nous avons été une des premières universités, à partir de notre expérience de l'Institut du Travail, mon expérience maintenant, à créer un service commun de la formation continue après la loi de 71 sur l'organisation de la formation continue. C'est-à-dire nous avions été tellement rompus et frottés à ce public particulier qui accédait à l'université par des voies un peu parallèles, que nous étions relativement bien préparés à organiser une formation continue des adultes, mais des adultes venant d'une profession, d'une vie sociale, d'une vie militante. Hein. Ça explique pourquoi on a été un peu le fer de lance de l'organisation des services de formation continue à l'université. Alors ça, c'est le premier événement, si vous voulez. J'ai été directeur de l'Institut du Travail de 65 à 75, qui m'a quand même un peu frotté à des publics d'adultes qui n'étaient pas tout à fait comme les publics adultes étudiants, hein, qui ne sont jamais que des convalescents un peu attardés. Bon, voilà, pour la plupart. Hein. D'autres, maintenant, ça a beaucoup changé depuis, parce qu'il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils trouvent le logement, donc débrouillent, hein, donc ils finissent par avoir une expérience sociale importante. Deuxième événement, c'est mai 68, où là, il y a une contestation radicale des savoirs établis. Hein. Il y a un certain nombre de professeurs prestigieux qui ont été pris en otage. Moi, j'ai été très ami avec des gens comme François Sellier, comme Georges Duby, historien. Georges Duby a été tenu en otage pendant plusieurs journées, pas à l'université de Provence. C'est quand même des savoirs aussi prestigieux étaient contestés, n'est-ce pas, par une base radicale étudiante. Ça nous a quand même interrogés. Hein. Troisième événement, c'est qu'en 1975, je quitte l'Institut du Travail, la direction de l'Institut du Travail, et mes collègues de l'université, dans laquelle j'avais exercé ma profession par ailleurs, j'étais chargé, j'étais professeur à l'université, donc je faisais mes cours parallèlement à ceux à l'Institut du Travail, à l'économie politique. Certains ont peut-être... Non, vous êtes tous trop jeunes pour m'avoir rencontré à cette époque-là. Et je me suis trouvé doyen de la faculté de sciences économiques, de l'UFR, ce qu'on appelait l'UFR de sciences économiques, qui avait, entre-temps, conquis son indépendance et qui était entré dans l'université 2, qui était dominée complètement par la médecine, par les médecins. Donc, comme professeur d'université, le professeur Gasto, professeur célèbre, qui est très original. Bon, alors, pourquoi cette expérience de doyen me déstabilise? Parce que j'affronte les vagues, les tsunamis démographiques du baby-boom d'après-guerre. Et des gens qui rentrent à l'université, je veux dire, grâce au processus de démocratisation de l'enseignement secondaire, de l'école en général. Moi, quand je suis rentré au lycée de Toulon en 1942, j'étais le seul de l'école communale de quartier qui rentrait à l'université, et qui rentrait au lycée de Toulon. Le lycée de Toulon était fréquenté par les fils d'ingénieurs, les ingénieurs de génie maritime, de l'Arsenal de Toulon, de la Royale, et puis de la bourgeoisie habituelle d'une grande ville. C'était le seul de mon école communale à accéder. Bon, évidemment, la démocratisation après de l'école a fait qu'on a assisté, sous ce double effet, n'est-ce pas, de la démocratisation et des vagues démographiques, du baby-boom d'après la guerre, à des masses d'étudiants qui sont arrivés. Et là, en tant que doyen responsable, non seulement d'orientation scientifique, mais pédagogique de l'université et de ma faculté, je me suis bien heurté à cette difficulté.